Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler des algorithmes, des ordinateurs et la manipulation psychologique que ça fait sur nous. Alors bien sûr, on a la sensation de maîtriser, mais vous verrez que finalement, le libre arbitre est bien manipulé. Cette présentation, je l'ai faite à la faculté de Bordeaux-Montaigne avec ma collègue Valérie Descazeaux-Dutré. Alors déjà, on va définir. L'algorithme, c'est une suite d'instructions logiques, organisées et ordonnées. C'est conçu pour résoudre un problème, accomplir une tâche spécifique. Chaque étape, elle suit un chemin clair et précis, transformant donc des données qui vont entrer en résultats mesurables. Les algorithmes utilisés en particulier par les plateformes numériques, elles reposent sur le modèle prédictif. Elles sont conçues pour capter et maintenir votre attention. On va faire une différence entre l'algorithme et le programme. Finalement, l'algorithme, c'est une sorte de recette qui vient définir toutes les étapes et pour résoudre un problème. Alors que le programme, c'est la mise en œuvre concrète des algorithmes dans un langage compréhensif des ordinateurs, des 1 et des 0. Un même algorithme va donc être traduit en plusieurs programmes. Et selon le contexte et les besoins, les données ne sont pas utilisées de la même manière. Le rôle des algorithmes au quotidien. Eh bien, on va déjà voir quelques exemples. On a le GPS, il est capable de nous calculer un itinéraire rapide en fonction de la circulation, des bouchons, des accidents et surtout de nos habitudes. Et oui, il maîtrise notre lieu de départ, notre domicile très souvent. Les réseaux sociaux. On va retrouver des contenus plutôt personnalisés en fonction de nos préférences et nos comportements. Les moteurs de recherche, par exemple, on a Google qui va classer les pages web et nous proposer des termes quand on commence à faire une recherche. Analyse, organisation, on nous propose des informations. L'algorithme. Il y a plusieurs algorithmes différents et en fonction de la direction qu'on va leur proposer, eh bien, on va voir ce que ça va donner. Donc on a les algorithmes de recommandation et finalement on les ressent plutôt sur les réseaux sociaux, par exemple YouTube, Facebook, TikTok. Ils conditionnent nos comportements en affichant des contenus adaptés à nous, dans le but de maximiser notre engagement avec des likes, des partages, des commentaires, les clics et la durée de visionnage aussi. On a les algorithmes publicitaires qui vont utiliser les données comportementales pour diffuser des publicités ciblées et pertinentes. Vous avez déjà vu quand vous cherchez un canapé, bizarrement, dès que vous prenez votre téléphone, vous avez des pubs sur les canapés. On a l'algorithme d'apprentissage, la machine learning, qui permet aux ordinateurs finalement d'apprendre à partir des données et ils vont s'améliorer au fur et à mesure des tâches qu'on va proposer. On va parler de neurosciences. Et oui, les mystères du cerveau. Alors, j'avais déjà mis cette slide avec une vision finalement de l'IRM. Vous retrouverez sur les extraits accros aux écrans dans Envoyé spécial, qui date du 18 janvier 2018, où on nous montrait une étude spectaculaire en Chine de 2012. Et les recherches ont amené à comparer des cerveaux sains et des cerveaux qui étaient accros aux jeux vidéo, donc aux écrans. Donc ma précédente vidéo parlait de grand nombre d'expériences menées et j'en avais mis quelques-unes en évidence. Là, j'en ai sélectionné un peu moins, mais si vous vous souvenez, on a des zones qui sont donc en rouge et elles sont plutôt visibles. Elles montrent que les voies cérébrales se sont rétrécies. Et finalement, la communication, elle est fortement ralentie parce que les fluides sont altérés.
Le lobe frontal, finalement, c'est la partie qui va ordonner, la pensée, mais c'est celle aussi qui est impactée parce qu'on a un circuit de dopamine qui va être surstimulé et c'est donc l'hormone du plaisir, hein, mais aussi de la dépendance. Là, sur cette slide, vous voyez, des joueurs ou alors, en tout cas, des personnes qui sont accros aux écrans, face à des cerveaux, qui ont été, eux, soumis malheureusement à l'addiction à la cocaïne. Donc il est probable que les joueurs plutôt pathologiques, hein, ils ne souffrent pas d'un déficit de récompense. En général, ils ont une évaluation différente des stimuli liés au jeu, parce que c'est causé par une, surmotivation accrue des stimuli. Donc je rappelle que la substance grise a une fonction de traitement de l'information et la substance blanche, elle, elle va proposer l'information dans le système nerveux. On a la myéline qui entoure les axones et qui aide à la structure qui est responsable donc de conduire rapidement le signal électrique, donc l'information. Donc, le fait marquant et visible sur les IRM qu'on a vus, c'est que la matière grise et blanche du cerveau, elles ont changé en raison de l'addiction, par exemple, aux jeux vidéo. Et aucune zone du cerveau n'a montré l'augmentation de la matière grise chez les joueurs excessifs. Les changements dans la matière grise et blanche du cerveau, elles sont en corrélation finalement avec des mesures psychologiques comme l'estime de soi et le degré d'addiction à Internet. Ici, je vous ai mis l'hyperconnectivité, d'accord, parce que ça a un impact sérieux sur notre cerveau. Ce qu'on va retenir en tout cas de cette image, c'est que les algorithmes, ils exploitent nos mécanismes de dopamine avec le scroll infini, les notifications. Ils mettent en place des routines et des comportements compulsifs et donc proches de l'addiction aux réseaux sociaux, par exemple. Ça va créer des conséquences sur notre santé physique et mentale comme l'anxiété, le stress, l'isolement. Et donc, ici, vous voyez les différentes parties du cerveau qui sont stimulées. Le lobe frontal en bleu, même le préfrontal, hein, celui qui vient tout de suite être stimulé parce qu'on a l'aire visuelle hein, qui est la première impactée par nos écrans. Et finalement, on voit tout ce circuit qui va entraîner une modification sur nos réactions. La manipulation psychologique. On a une quantité massive de données, on appelle les big data. L'implication de l'individu est consentante dans le processus. La personne, elle donne des informations personnelles de son plein gré. Il y a une forme d'intentionnalité, qu'il s'agisse de conserver la trace d'un achat, d'un déplacement, de l'usage de mots ou d'une langue, chaque élément est stocké, à la fois abstrait du contexte, mais voilà, ça reste une donnée. La quantité massive de surinformation. Et oui, on appelle ça une infobésité. Elle est difficile à décerner entre le vrai et le faux. Euh, donc, le smarter marketing, il y a comme un profilage algorithmique des consommateurs. C'est une transformation. Le marketing et la publicité en service, dont la plus-value, elle serait équitablement répartie entre les entreprises et les consommateurs. Il y a une action sur les comportements. Et par exemple, on a l'obtention d'un certain crédit, d'une décision d'intervention, une tarification de contrat d'assurance, des suggestions d'achats ciblés. Euh, voilà, on a beaucoup de choses et c'est vrai que le marketing devient individualisé. Les algorithmes s'adaptent parfaitement en temps réel. Plus on s'en sert et plus le système vient s'affiner, se perfectionner, puisque toutes nos interactions, elles sont enregistrées de données numérisées, de bases
statistiques enrichies, une amélioration des performances. Et c'est vrai qu'on peut avoir aussi l'exemple de la prévention des fraudes, du crime, du terrorisme. Il y a l'histoire des faux positifs, hein, qui ne sont jamais interprétés comme des ratés. Ils vont juste être mis de côté dans l'attente qu'ils nous servent ou voilà, que l'algorithme va mettre de côté en attente d'utilité. La question de l'individualité, elle est au centre des préoccupations, hein. Aujourd'hui, d'un côté, on a une individualisation des services, un peu comme si on avait du sur-mesure avec la possibilité de cibler la manière fine des besoins, des dangers à chaque individu. Et de l'autre, la mise en danger de l'individu avec la base du non-respect de son intimité, de sa vie privée, de son autonomie aussi, le suivi, la traçabilité du quotidien, de notre rythme. L'individu est au centre de tout finalement, d'accord? Et le but, il est d'essayer de rester libre. L'algorithme, la prise en compte globale des besoins, des désirs propres à chaque personne, l'objectif n'est pas d'adapter l'offre au désir, mais plutôt d'adapter le désir des individus à l'offre, en adaptant les stratégies de vente, la manière dont on va présenter un produit ou d'en fixer le prix, on va en donner une certaine rareté pour impulser une urgence. Les désirs individuels de chaque consommateur, euh, ce ne sont pas des vraies cibles. Au contraire, c'est la détection automatique de la variation du prix. L'acte d'achat, il est suscité. C'est un peu comme une réponse réflexe, d'accord? Un stimulus d'alerte va faire un court-circuit sur notre réflexibilité individuelle. Et donc, voilà, tout le mécanisme, en tout cas, il est bien intégré. Qu'en est-il de l'identité? Nous avons des individus en quête de reconnaissance, qu'ils souhaitent des likes, des followers. Ils cherchent à répondre aux attentes et aux normes collectives. Cette comparaison sociale, elle va conduire à une fragmentation de l'identité numérique et réelle. Il y a ce à quoi nous ressemblons et ce à quoi nous aspirons, à un besoin d'appartenance. L'identité individuelle, elle va se perdre au profit du collectif. La pensée individuelle s'efface pour laisser place à une pensée groupale, en accentuant sur des répétitions des comportements, des pensées valorisées par le groupe. Ils finissent par être intégrés inconsciemment d'ailleurs. Les dynamiques du groupe, elles sont amplifiées par les réseaux sociaux et elles poussent à une illusion de conformité. D'accord? Donc, on a une perte d'esprit critique finalement. L'érosion du libre arbitre. Au sens strict, la manipulation consiste à tromper quelqu'un pour le conduire à faire quelque chose à son insu. En général, pour le dépouiller ou l'asservir. L'exemple le plus pur est celui du pêcheur à la ligne. Il attire un poisson avec un appât et ce dernier, croyant à un bon repas, finira lui-même dans la casserole. On va parler de la théorie de Pavlov. Pavlov a démontré que les chiens pouvaient être conditionnés finalement en associant un stimulus à une récompense. Donc le stimulus était neutre, c'était une clochette qui donnait en récompense de la nourriture. Et la réaction des chiens était la salivation. Après plusieurs répétitions, le stimulus de clochette donne en réaction la salivation, même en l'absence de nourriture. Donc, les algorithmes des réseaux sociaux, ils analysent nos interactions et nous exposent à des contenus conçus pour susciter des réactions spécifiques. Clic, like et bien d'autres. Comme le chien de Pavlov, l'utilisation est conditionnée à associer certaines actions à des récompenses immédiates, donc de la dopamine, validation sociale. Le stimulus donne une réponse. La maximisation à l'exposition de contenu vient renforcer nos biais et favorise une consommation répétitive et compulsive. Comme l'animal est conditionné, l'utilisateur est guidé par des stimulus.
et tout vient du numérique. On finit par répondre inconsciemment aux sollicitations algorithmiques, perdant ainsi notre part de libre arbitre. Alors, petit traité de manipulation, donc ce livre de Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois est une référence en psychologie sociale. On découvre comment et pourquoi les êtres humains sont manipulables. Ils se sont appuyés sur des expériences scientifiques et des exemples qui sont concrets. La manipulation, elle n'est pas forcément négative, mais elle reste présente dans notre quotidien, dans le marketing, la politique ou les relations personnelles. Donc attention surtout à la désinformation. Parce qu'on a des algorithmes qui vont amplifier la désinformation, on a des fake news qui vont être diffusées de manière répétée. Ce sont donc des fausses informations. Ça va augmenter notre anxiété, la méfiance et finalement, on peut avoir aussi des deepfakes avec des preuves visuelles mais sorties du contexte. Finalement, ça représente pour nous une réalité alors que finalement, pas forcément. Alors pourquoi sommes-nous si faciles à manipuler? Eh bien, en premier, on a les biais cognitifs. Notre cerveau simplifie la réalité avec des raccourcis parce qu'il est feignant. Il veut conserver son énergie pour faire fonctionner le reste du corps. Donc, on va avoir le biais de confirmation. On cherche des informations qui viennent confirmer ce que l'on pense déjà. On a l'effet de halo, une qualité positive, la beauté, le charisme peuvent nous faire surestimer quelqu'un. Le biais d'autorité, où on a tendance à obéir aux figures d'autorité. En deuxième, on va avoir les émotions et la prise de décision. Nous ne sommes pas aussi rationnels que l'on croit. La peur, la colère, l'excitation faussent nos jugements. Les manipulateurs, d'ailleurs, jouent sur l'urgence ou la rareté pour pousser à agir avec impulsivité, d'accord? On a le besoin d'appartenance. L'être humain est un animal social et on veut être accepté. Donc on suit les normes et influence les autres nous influencent. C'est l'effet de groupe. La manipulation, elle peut exploiter ce besoin pour imposer l'idée, la propagande, la mode, la secte, le marketing. Ensuite, en 4, on voit l'habitude et la répétition. Plus on entend quelque chose et plus on finit par le croire, effet de simple exposition. C'est ainsi que les publicités que vous voyez en boucle, la politique ou les fake news vont fonctionner. On a l'illusion de libre arbitre, donc on croit prendre nos décisions de manière autonome alors qu'elles sont souvent influencées par des stimuli inconscients, suggestions, stor- storytelling, cadrage et désinformation. Les filtres algorithmiques isolent les utilisateurs par des chambres d'écho, des bulles de filtre, en limitant leur exposition à des perspectives différentes. On vient renforcer nos croyances existantes. Les conséquences, c'est une perception qui va être biaisée de la réalité et une réduction de l'esprit critique face aux biais algorithmiques. Donc on est facilement manipulable parce que l'on fonctionne sur des automatismes et des émotions. Connaître ces failles va permettre de résister et de prendre des décisions un peu plus conscientes. Quelles sont nos faiblesses humaines qui vont faciliter cette manipulation? Les besoins de cohérence, une fois qu'on a commencé à agir dans une direction, on a du mal à revenir en arrière parce qu'on n'aime pas l'inconfort psychologique, la dissonance cognitive. Ensuite, on a la pression sociale, nous avons tendance à nous conformer aux comportements et aux croyances du groupe. C'est l'effet de conformité. On a l'illusion du libre arbitre parce que nous croyons prendre nos décisions de façon rationnelle alors qu'elles sont influencées par des éléments extérieurs, avec de la suggestion, la mise en scène, du contexte. Ensuite, on a la persuasion progressive. Elle est plus facilement influencée par des petits engagements successifs que par une demande
directe. Donc, nos faiblesses, on en a encore quelques-unes. On a donc nos émotions, on l'a vu tout à l'heure, la peur, culpabilité, sympathie aussi. Nos émotions, elles vont biaiser notre jugement et c'est plus facile pour nous manipuler, d'accord? L'autorité, donc on obéit plus facilement aux figures d'autorité, même si ça nous demande quelque chose d'absurde, voire d'illégal. Je vous invite à aller voir l'expérience de Milgram. Donc, nous sommes manipulables parce que notre cerveau fonctionne avec des raccourcis cognitifs. On est guidé par nos émotions et les besoins sociaux. Et en fait, la manipulation, elle est partout. Alors, pour conclure, nous constatons donc que les mystères du cerveau, des émotions, nos hormones aussi, elles ont pu être décryptées, mais surtout utilisées à des fins commerciales et de manipulation mentale. On peut comprendre que même si nous le savons, il est très difficile de ne pas adhérer. Alors du coup, on va faire comment? Eh bien, on va développer notre propre esprit critique face aux biais algorithmiques. On va rechercher des informations en s'appuyant sur des plateformes de qualité, la presse écrite ou même la presse étrangère. La sensibiliser le plus grand nombre, il est donc au risque de la manipulation et aux techniques de désinformation. Nous déconnecter le plus possible pour ne pas être esclave de cette envie, de cette pulsion déraisonnable. Trouver une réponse étatique à la régulation des plateformes numériques, on va adopter des comportements numériques un peu plus sains. Tout ceci en vue, bien sûr, de préparer notre futur aux défis qui arrivent de plus en plus, l'IA. On vous a mis des pages ressources si vous avez envie de creuser un petit peu plus. Je voulais vous montrer Escape Fake. Donc, c'est quelque chose qui se trouve facilement en ligne. Vous tapez Escape Fake. Il n'y a pas besoin d'adresse mail ou quoi que ce soit. Vous choisissez un avatar, un pseudo. Il y a donc 3 niveaux, facile, normal et difficile. Et vous êtes plongé dans un univers du journalisme où vous avez des informations et c'est à vous d'aller décrypter, d'aller creuser pour voir si ce sont des vraies news ou des fake news. L'exercice n'est pas facile, je l'ai testé et franchement c'était assez sympa. Et c'était pas si évident que ça. Donc, je vous invite à l'essayer, à le diffuser autour de vous, en famille aussi, avec les enfants, pour voir si vous êtes finalement manipulable ou pas. Je remercie encore une fois donc la faculté de Bordeaux-Montaigne de nous avoir permis à Valérie Descazeaux et moi-même de faire cette présentation et ces recherches. Et je vous remercie de nous suivre sur la chaîne Et si on parlait psychologie. Je vous dis à bientôt.